C'est une augmentation spectaculaire. D'ici 2030, la France va doubler le budget consacré à son armée. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a confirmé cette semaine. Alors pourquoi une telle augmentation? Comment l'analyser et pourquoi ça fait autant débat? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Un format, je le rappelle comme chaque jour, qui est dispo sur YouTube, mais aussi en version podcast sur toutes les plateformes de streaming d'audio, que ce soit sur Spotify, du coup, Apple Podcast, Deezer, bref, toutes les applis au quotidien. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'une nouvelle loi, une loi dite de programmation militaire pour la période 2024-2030 était présentée ce mardi en Conseil des ministres. Emmanuel Macron avait annoncé cette nouvelle loi en juillet dernier car selon lui, la France est entrée dans une économie de guerre, notamment en raison de la guerre en Ukraine, et elle doit donc augmenter ses moyens face aux menaces. Alors on va revenir sur ces menaces juste après, mais on va commencer avec quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte de cette augmentation. Très concrètement, le budget annuel de la défense française doit atteindre 69 milliards d'euros en 2030 contre 32 milliards d'euros en 2017. On est donc sur un doublement ou plus que doublement de ce budget en près de 10 ans. Et si on rentre dans le détail, on peut noter que 60% du budget sur 7 ans va être consacré au renouvellement de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. En gros, c'est la modernisation d'un certain nombre de matériels militaires comme des missiles, des avions Rafale ou encore des sous-marins nucléaires. Ça, c'est donc pour que vous ayez certains ordres de grandeur qui montrent cette augmentation importante du budget. Mais alors pourquoi investir autant d'un coup dans l'armée française? Alors la première chose qui est avancée par l'Élysée mais aussi par un certain nombre de spécialistes, c'est qu'il y a aujourd'hui des faiblesses à combler, et ce notamment dans le contexte de cette guerre en Ukraine. En effet, depuis le début de la guerre en février 2022, la France a énormément investi pour aider l'Ukraine militairement. Et pour vous donner une idée, la France a déjà livré 30 canons César à l'Ukraine. C'est donc des véhicules équipés de canons. Ça représente quasiment la moitié de son stock. Le problème, c'est que la production derrière ne suit pas forcément. Donc aujourd'hui, eh bien, il considère qu'il faut rattraper le retard et donc reconstituer des stocks pour arriver en 2025 à 109 canons César. Autre exemple, selon certains, de faiblesse, il faut noter que la France est aujourd'hui le deuxième espace maritime au monde derrière les États-Unis. Et donc là, par espace maritime, on entend en fait les zones d'eau sur la planète qui appartiennent à la France. En l'occurrence, aujourd'hui, ça représente 11 millions de kilomètres carrés, donc c'est beaucoup, hein, vous l'aurez compris. Or, aujourd'hui, la France ne compte qu'une quinzaine de frégates de premier rang. C'est donc des navires de guerre assez importants. Et une quinzaine, eh bien, certains estiment que c'est très peu comparé donc à la taille de cet espace maritime. Même chose pour les chars de combat. La France n'en compte actuellement qu'environ 200. Il y a donc, selon eux, là aussi un besoin d'investir. Enfin, au-delà de ce contexte particulier avec la guerre en Ukraine et donc ses livraisons massives ou encore certaines faiblesses qui sont soulignées, eh bien, il y a aussi des menaces et des menaces qui sont jugées nouvelles. On peut parler de nouvelles armes, comme par exemple le développement toujours plus important de drones, ou encore des cyberattaques qui là aussi se multiplient. On peut noter aussi le retour de ce qu'on appelle des conflits ou des guerres de haute intensité. En gros, c'est très simple, hein, c'est des guerres où la mobilisation est extrêmement importante pour un pays, avec une multiplication des zones de combat. Donc une guerre en haute intensité, c'est une guerre qui peut mêler à la fois des combats en air, en terre, en mer, en cyber aussi, donc en ligne. Et donc tout ça, c'est aussi une multiplication des besoins. La guerre en Ukraine, par exemple, c'est évidemment une guerre de haute intensité. C'est une guerre donc qui marque le retour des guerres de haute intensité en Europe. Et donc pour résumer, Emmanuel Macron estime que face à tout cela, eh bien, la France doit se préparer. En janvier dernier, il avait déjà évoqué l'idée que la France devait avoir, je cite, une guerre d'avance. En gros, être prêt à l'éventualité d'une guerre à tout moment et donc avoir suffisamment de moyens pour y faire face. À noter au passage que la France n'est pas le seul pays à se réarmer ainsi ces dernières années. On peut parler par exemple de l'Allemagne, hein, qui a créé aussi un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Alors maintenant, cette loi de programmation militaire doit être adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. On verra donc ce qu'il en est. C'est en tout cas un sujet qui fait beaucoup débat. Certains pensent que la France ne devrait pas investir autant dans son armée, estimant que c'est de l'argent en moins pour la santé, pour l'éducation ou encore pour la transition énergétique. À cela, d'autres répondent que ce n'est pas des investissements qui se remplacent comme ça et que c'est des investissements nécessaires pour garantir la sécurité nationale. En tout cas, là, je vous ai présenté ce qui est prévu par le gouvernement. On verra du coup la suite des débats dans les prochains jours. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Je vous mets des liens aussi en description si jamais vous souhaitez creuser le sujet. Et je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo, salut à tout le monde. Direction les États-Unis pour commencer. Donald Trump s'est rendu ce mardi à sa convocation au tribunal de New York. On vous en parlait vendredi. L'ex-président américain est accusé d'avoir versé de l'argent à une femme avec qui il aurait eu des relations sexuelles et de l'argent
l'argent de ses comptes de campagne, ce qui serait une violation des règles électorales aux États-Unis. Et donc c'est historique, jamais un ancien président américain n'avait été inculpé, c'est l'équivalent de mise en examen en France. Alors là, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est en fait le début de la procédure. Là, on a pris par exemple ses empreintes digitales, mais aussi on l'a prise en photo, ce qu'on appelle un mugshot aux États-Unis, vous savez, ces fameuses photos de face et de profil que l'on voit notamment dans les films. Ensuite, on a détaillé à Donald Trump ce qui lui est reproché exactement, et face à ça, il a plaidé non coupable. Donald Trump continue en fait de dénoncer, je cite, une chasse aux sorcières, donc en fait une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Et d'ailleurs, certains de ses partisans ont manifesté ce mardi. Face à ça, d'immenses moyens de sécurité ont été déployés dans la ville de New York. Cette inculpation de Donald Trump est en tout cas un événement qui a été suivi massivement par les médias américains. Deuxième info, ça parle d'environnement. Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont baissé de 2,5% en 2022, selon CITPA, l'organisme officiel en charge de ce calcul. Les gaz à effet de serre, ce sont les gaz responsables du changement climatique. Et alors cette baisse de 2,5%, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la France a rempli ses objectifs climatiques. Alors ça peut s'expliquer en partie par les efforts de baisse de consommation d'électricité qui ont été engagés en France sur la fin de l'année 2022. Le gouvernement avait appelé à la sobriété. Ceci dit, c'est quand même une bonne nouvelle à nuancer parce que quand on regarde de plus près les chiffres, eh bien on s'aperçoit qu'il y a aussi des facteurs extérieurs dans cette baisse. Par exemple, les températures de la fin d'année 2022 qui ont été très douces, qui a réduit la consommation de chauffage. Et puis pour être précis, c'est pas parce que cet objectif là de réduction des gaz à effet de serre en France est atteint que la France en fait assez pour lutter contre le changement climatique, car là les objectifs dont on parle, ils ne prennent pas en compte les gaz à effet de serre qui sont émis lors de la fabrication des produits que l'on importe en France. Et ça, on en a parlé en détail dans la vidéo qu'on a publiée dimanche sur notre chaîne principale Hugo Décrypte sur le changement climatique. Et bien c'est une grande partie des émissions de gaz à effet de serre françaises. Troisième actu, le président de l'Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est, a tenu des propos anti-LGBT qui ont fait beaucoup réagir, des propos qui ont été rapportés par le média britannique The Guardian. Alors il s'appelle Yoweri Museveni et il a appelé les dirigeants africains à, je cite, sauver le monde de l'homosexualité. Pour lui, l'homosexualité est, je cite toujours, une grande menace et un danger pour la procréation de l'espèce humaine. De nombreuses organisations de défense des droits des LGBT ont dénoncé ces propos. Et pour vous rappeler un peu le contexte, il y a 10 jours, le Parlement de l'Ouganda a adopté une loi qui prévoit justement de lourdes peines pour les personnes homosexuelles, jusqu'à 10 ans de prison et même la peine de mort en cas de récidive. Alors on ne sait pas encore si cette loi va véritablement être appliquée, mais l'ONU a dénoncé, je cite, une loi probablement parmi les pires au monde. Et plus largement en fait, il faut savoir qu'en Afrique, 27 pays répriment encore l'homosexualité. Quatrième info, près d'une personne sur 6 dans le monde souffrirait d'infertilité. C'est un chiffre qui alerte et qui a été dévoilé par l'Organisation mondiale de la santé ce mardi. L'OMS parle d'un problème sanitaire majeur. Très concrètement, ça veut dire qu'une personne sur 6 n'arriverait pas à avoir un enfant à un moment ou un autre de sa vie quand il le souhaiterait. Et ce qui est marquant selon l'OMS, c'est que ces problèmes d'infertilité touchent tous les pays du monde, qu'ils soient riches ou pauvres, indifféremment. On avait parlé de ce problème de l'infertilité en détail dans une vidéo il y a 4 mois, je vous mets le lien en description. En tout cas, pour résoudre ça, l'OMS appelle notamment à deux choses. Déjà, une plus grande prévention de l'infertilité et ensuite aussi des efforts pour le traitement de l'infertilité en développant notamment l'accès aux techniques de fécondation artificielle. Cinquième actu en tech, Twitter a changé de logo ce mardi et ça a fait pas mal parler, je vous explique. En fait, le traditionnel oiseau bleu de Twitter a été remplacé par une image de chien. Et alors pourquoi? Ce chien en fait, ce n'est autre que le logo du Dogecoin, une crypto-monnaie très appréciée d'Elon Musk, le nouveau patron de Twitter. Alors il faut noter que ça a fait immédiatement exploser le cours de cette crypto. Et alors selon le média américain spécialisé TechCrunch, eh bien cette manœuvre, ce serait une sorte de poisson d'avril en retard d'Elon Musk, ou bien un troll, appelez ça comme vous voulez. C'est que récemment, des investisseurs l'ont poursuivi en justice en l'accusant d'avoir fait fluctuer artificiellement le cours de cette crypto-monnaie par le passé, de ce Dogecoin donc, et les investisseurs lui reprochent du coup de leur avoir fait perdre de l'argent. Sixième info, la NASA, l'agence spatiale américaine, a dévoilé ce lundi le nom de 4 astronautes qui s'envoleront pour une mission autour de la Lune en novembre 2024, une mission qui s'appelle Artemis 2. Ce seront les premiers astronautes à voyager vers la Lune depuis la mission Apollo 17 de 1972, ça fait donc près de 50 ans que personne ne l'avait fait. Alors attention, cette fois la fusée ne se posera pas sur la Lune, mais tournera simplement en orbite autour de la Lune. C'est seulement plus tard que des astronautes iront sur la Lune. Alors qui sont ces 4 heureux élus? Alors il n'y a pas d'Européens, ce sont 3 Américains et un Canadien. Et en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que parmi ces 4 astronautes, il y a une femme et un homme noir, alors que jusqu'ici, dans tous les programmes Apollo de la NASA vers la Lune, eh bien il y avait eu que des hommes et tous blancs. On termine avec une dernière actu en sciences. C'est une première, une équipe de chercheurs a réussi à filmer un poisson à plus de 8000 mètres de profondeur. C'est un record, c'était précisément à 8336 mètres et ça s'est passé dans le Pacifique, au large du Japon. Et selon les scientifiques, c'est en fait la profondeur maximale à laquelle on pourrait espérer trouver un poisson pour vivre. Il faut dire qu'à 8000 mètres de profondeur, les conditions sont extrêmes. La pression est 800 fois plus forte qu'à la surface de l'océan. Précisément, il s'agissait d'une espèce inconnue de poisson limace qui fait environ 10 cm de long. Pour finir sur une note de culture générale, vous vous demandez du coup, mais alors quelle est la profondeur maximale des océans sur Terre? Eh bien c'est 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes qui se trouve dans le Pacifique Nord-Ouest. En comparaison, l'Everest, qui est le point culminant de notre planète, c'est 8848 mètres. Merci beaucoup Paul. Alors il n'y avait pas de débat hier, mais il y a un débat aujourd'hui. Comprenez-vous que Emmanuel Macron veuille doubler le budget de l'armée française? Ça se passe directement dans l'onglet communauté. Je le rappelle, on est aussi très présent sur Instagram où chaque jour on poste des vidéos et à la fois des posts pour expliquer l'actualité
au quotidien et suivre aussi les dernières actualités. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.